Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un outil absolument fondamental en économie, les données de panel. Dans cette présentation, on va décortiquer ensemble, pas à pas, comment tout ça fonctionne. Alors voilà notre plan de match. On va commencer par bien définir ce que sont les données de panel. Ensuite, on posera les bases avec le modèle de base. Puis, on explorera les deux grandes approches, les modèles à effet fixe et à effet aléatoire. On verra comment choisir entre les deux et on terminera avec les points essentiels à retenir, notamment pour les examens. Bon, avant même de parler de modèles ou d'équations compliquées, il est hyper important de bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi la nature de ces données et qu'est-ce qui les rend si puissantes? Pour faire simple, imaginez que vous ne prenez pas juste une photo d'un groupe à un instant T. Non, là, vous filmez ce même groupe sur plusieurs années. C'est exactement ça, les données de panel. On suit les mêmes individus, les mêmes entreprises ou les mêmes pays au fil du temps, pour capter leur dynamique, leur évolution. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt. Comparons un peu. Les données en coupe transversale, c'est la photo de groupe. Plein d'individus, mais à un seul moment. Les séries temporelles, c'est l'inverse. On suit une seule personne ou un seul pays, mais sur une longue période. Eh bien, les données de panel, elles combinent le meilleur des deux mondes. On suit plein d'individus sur plein de périodes. Chaque observation qu'on a est donc définie par deux coordonnées. D'un côté, l'individu, qu'on note I, de l'autre, la période, qu'on note T. Si par chance, on a des données pour tout le monde à chaque période, on dit que le panel est équilibré. Mais bien souvent, il manque des infos. Une entreprise fait faillite, une personne sort de l'enquête. Et là, on parle de panel non équilibré. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons comment on modélise ça. On va tout de suite mettre le doigt sur le problème central que ces modèles essayent de résoudre. On peut voir ça comme une scène de crime et le coupable, c'est l'hétérogénéité inobservée. Voilà, c'est ça le nerf de la guerre en économétrie. Il y a plein de facteurs super importants qu'on ne peut tout simplement pas mesurer. La culture d'une entreprise, le talent d'un manager, la qualité institutionnelle d'un pays, tout ça influence les résultats, mais c'est invisible dans nos données. Et si on ignore ces facteurs, notre analyse risque d'être complètement faussée. Le point de départ, c'est cette équation. Elle ressemble beaucoup à une régression linéaire classique, n'est-ce pas? On a une variable y qui dépend de variable x. Mais toute la subtilité et toute la richesse du panel se cachent dans les petits indices i et t. Et surtout, dans ce terme d'erreur u qui contient tous nos facteurs inobservés. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple qu'on va garder en tête, la production d'une entreprise. C'est simple. Y, ce sont les ventes. X, ce sont les facteurs qu'on peut mesurer, comme le nombre d'employés ou le capital investi. Et le terme d'erreur U, eh bien c'est tout le reste, tout ce qui fait la spécificité de cette entreprise, sa technologie secrète, son management exceptionnel, sa culture d'innovation, bref, notre fameuse hétérogénéité inobservée. Bon, face à ce problème de facteurs cachés, on a deux enquêteurs. Le premier, c'est le modèle à effet fixe. Lui, on peut dire que c'est le sceptique de service. Il part d'un principe de méfiance. L'idée de base de ce modèle, c'est de se dire « Attention, ces caractéristiques uniques et inobservables d'une entreprise, comme un super management, sont très probablement liées à ses choix visibles. Un meilleur management va, par exemple, sûrement investir plus intelligemment ou embaucher plus de personnel qualifié. Il y a donc une corrélation. » Et là, on touche au cœur du problème. Si cet effet invisible, cet alpha I, influence à la fois nos variables explicatives et notre résultat, comment est-on censé isoler l'effet propre de nos variables? C'est un vrai casse-tête. On risque de tout mélanger. Heureusement, la solution est franchement astucieuse. C'est la transformation within ou intra-individuelle. L'idée est géniale. Pour chaque individu, on calcule la moyenne de toutes ces variables sur l'ensemble de la période. Ensuite, on soustrait cette moyenne à chaque observation annuelle. Et là, c'est presque magique. Comme l'effet inobservé alpha I est constant dans le temps pour un individu donné, il disparaît complètement lors de la soustraction. On vient de neutraliser le problème. Alors, quel est le bilan? L'avantage majeur, c'est que cette méthode est incroyablement robuste. On élimine une source de biais très importante. Mais il y a un inconvénient de taille. En faisant ça, on élimine aussi l'effet de toutes les variables qui ne changent pas dans le temps pour un individu, comme le secteur d'activité d'une entreprise. On ne peut donc plus mesurer leur impact. Passons maintenant à notre deuxième enquêteur, le modèle à effet aléatoire. Si les effets fixes, c'était le sceptique, lui, c'est plutôt le profileur. Son approche est radicalement différente, beaucoup plus optimiste. Ici, l'hypothèse de départ est l'exact opposé. On suppose que les caractéristiques inobservées, notre alpha I, sont distribuées au hasard et n'ont aucun lien avec les variables qu'on observe. En gros, c'est comme dire que la qualité du management est totalement indépendante du niveau d'investissement. C'est une hypothèse très forte. Ce modèle voit donc le terme d'erreur comme une somme de deux choses.
D'une part, une composante propre à l'individu, qui ne bouge pas, et d'autre part, une erreur purement aléatoire qui change tout le temps. Alors, les avantages sont séduisants. Ce modèle est plus efficace statistiquement, c'est-à-dire plus précis. Et surtout, il nous permet d'estimer l'effet des variables fixes dans le temps. Mais attention, il y a un mais énorme. Tout ça n'est vrai que si l'hypothèse de non-corrélation est respectée. Si elle est fausse, le modèle entier s'effondre et les résultats sont biaisés, ils ne veulent plus rien dire. Bon, on a nos deux enquêteurs, le sceptique et le profileur, nos deux modèles. Alors, comment on fait pour choisir? Lequel croire? Comment on tranche ce débat? Tout se résume à cet arbitrage. Les effets fixes, c'est la voie de la sécurité. Ils sont robustes, même s'il y a une corrélation. Les effets aléatoires, c'est la voie de la puissance et de l'efficacité, mais seulement si l'hypothèse de non-corrélation est juste. C'est vraiment un choix entre la prudence et la performance. Heureusement, on n'a pas à choisir à l'aveugle. On a un outil pour nous aider à trancher, le test de Haussmann. Il faut le voir comme un arbitre, ou même un détecteur de mensonges, qui va tester statistiquement la fameuse hypothèse qui différencie nos deux modèles. L'interprétation du résultat est très directe. Le test pose la question « Y a-t-il une corrélation entre les effets inobservés et nos variables ?» Si la réponse du test est oui, on rejette l'hypothèse nulle. Ça veut dire que l'hypothèse des effets aléatoires est fausse et qu'il faut absolument utiliser les effets fixes. Si la réponse est non, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, on peut alors faire confiance aux effets aléatoires qui seront plus efficaces. Parfait, tout ça est bien clair. Mais comment on applique ça en pratique dans un projet de recherche ou pour un examen? Résumons tout ça en un petit guide. La démarche à suivre est assez simple. D'abord, on se pose la question économique. Est-ce que, d'un point de vue théorique, je m'attends à une corrélation? Si la réponse est oui, il vaut mieux partir sur les effets fixes par sécurité. Si c'est non, les effets aléatoires sont une option intéressante. Et enfin, l'étape cruciale, on ne se fie jamais uniquement à son intuition. On confirme toujours son choix en faisant un test de Haussmann. C'est lui qui aura le dernier mot. Et voilà qui conclut ce tour d'horizon. On a vu comment les données de panel nous permettent de gérer ces fameux effets inobservés, à condition qu'ils soient constants dans le temps. Mais ça ouvre une nouvelle porte, une question encore plus passionnante. Que fait-on si ces facteurs cachés, comme la stratégie d'une entreprise, évoluent eux aussi avec le temps? Mais ça, c'est une autre histoire, et le début d'un nouveau chapitre, celui des modèles de panel dynamiques.